Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver pour commencer une nouvelle partie du roman de 1919 à 1939, le roman psychologique. Donc après avoir vu le roman Fleuve avec trois grands auteurs de l'entre-deux-guerres, Roger Martin Dugard, Georges Duhamel et Jules Romain, aujourd'hui, nous allons commencer par aborder un point de vue un peu plus intérieur, un peu plus spirituel, psychologique, sentimental, et nous allons faire le tour de ce roman durant cette période en parlant de 6 auteurs différents, et nous les verrons un par un, ne vous en faites pas. Donc avant de vous dévoiler le contenu de cette séquence, vous, je vais vous lire l'introduction générale du roman psychologique. Tel s'en va chercher l'homme sur les routes du monde et sacrifie, au moins provisoirement, à l'attrait des contrastes. Ainsi Louis Chadourne, Le Pot au noir, 1923, et son frère Marc, Vasco, 1927, les frères Jérôme et Jean Tarot, dans leurs enquêtes vivantes et compréhensives, La Rose de Saron, 1927, Paul Morand, qui cultive un aimable cosmopolitisme, Bouddha vivant, 1927, L'évasion par le rêve, Francis de Miomandre, ou par l'intrigue romanesque, Pierre Benoît, L'Atlantide, 1919, ne laisse pas de contribuer, elle aussi, à cette vaste enquête. Bref, tout roman est psychologique à quelques titres, mais sous cette rubrique nous grouperons les analystes qui, joignant l'introspection à l'observation, ont voulu avant tout, sans mettre l'accent sur les problèmes métaphysiques, approfondir notre connaissance de la nature humaine et se sont inscrits de la sorte, après une Madame de Lafayette, un Benjamin Constant, dans l'illustre lignée de nos moralistes. Donc pour diviser ce thème, j'ai choisi de le diviser en 2 séquences, vous allez être un peu surpris, mais je l'ai divisé artificiellement. C'est-à-dire que je l'ai fait par moi-même et je n'ai pas suivi l'ordre du la Gare des Michards. En fait, j'avais envie de faire ça parce que je me disais que si jamais on voyait un auteur par un auteur sans aucune fluidité, sans aucune liaison, je me disais que vous allez moins retenir et ça allait moins être pertinent. Du coup, je me disais que je vais lier plusieurs auteurs qui ont une caractéristique commune et je vais donc faire une séquence sur ça pour qu'ensuite vous compreniez mieux le fond, l'intérêt euh, de mentionner cet auteur dans ce cadre-là. Et donc, vous allez peut-être m'en vouloir, mais j'ai utilisé intelligence artificielle pour diviser et pour regrouper les auteurs, parce que je me disais que, j'arrivais pas à le faire par moi-même, je n'ai pas encore assez de connaissances là-dessus. Mais attention, j'ai quand même assez de l'esprit critique pour, voir si ce qu'a fait l'intelligence artificielle était correct ou non. Et du coup, j'ai ajusté à ma manière ce qui n'allait pas, parce que je sais que c'est toujours pas parfait avec l'intelligence artificielle, évidemment. Et je me dis que j'ai essayé de faire de mon mieux pour juxtaposer tout, pour tout lier, pour que ça soit le plus clair possible. Et normalement, le résultat est clair et, cohérent et pertinent. Et j'espère le sera pour vous. En tout cas, si vous avez un conseil à me faire, ou d'organisation de cours, ou d'organisation de séquences par rapport au plan, n'hésitez pas à m'en faire un. Comme ça, j'ajusterai si jamais c'est pertinent ou pas en fonction de ce que j'en pense. Mais je pense que si jamais vous êtes des professeurs de français ou si jamais vous êtes des étudiants, vous aurez plus de connaissances que moi et vous serez plus, vous serez plus disposé à le faire. Donc voilà, dans cette première séquence, je vais parler de l'amour, de la passion et de l'analyse intérieure. Donc je vais évoquer trois auteurs qui, euh, qui vont, euh, qui vont illustrer cette idée. Donc notamment Raymond Radiguet, avec son roman Le bal du comte d'Orgel. Puis, nous verrons Jacques Chardonne
avec l'extrait de Romanesque, 2 extraits que nous verrons un peu plus tard. Et enfin, nous verrons Jacques de la Crételle avec Léopon. Et nous verrons que tous ces 3 auteurs ont une caractéristique commune, l'introspection et la passion amoureuse. Et aussi l'amour, évidemment. Ça, c'est de toute façon toujours dans le roman psychologique ou très souvent. Donc, nous allons commencer par évoquer Raymond Radiguet. Donc voici Raymond Radiguet, et voici le titre de son livre, Le bal du comte d'Orgel. Donc je vais commencer par faire une courte biographie, elle ne durera qu'une vidéo, et puis la prochaine fois, on passera directement à l'extrait. Vous allez voir, ça va vraiment pas être long, parce que c'est pas très important, mais il faut quand même que je vous le mentionne. Un génie adolescent. Au lendemain de la guerre de 14, c'est à un adolescent, Raymond Radiguet, que revint l'honneur de renouveler la tradition française du roman d'analyse. Sa trop brève carrière se présente sous le signe d'un double prodige, une étonnante précocité qui rappelle Rimbaud, et chez un jeune homme qui appartenait à l'avant-garde cubiste et dadaïste, une parfaite maîtrise des sentiments, de la pensée et du style, aboutissant à cette banalité supérieure qui, selon Gide, caractérise le classicisme. Né au parc Saint-Maur en 1903, Radiguet écrit des vers dès l'âge de 14 ans. À 15 ans, il collabore à des revues, Sic, puis Littérature, Aujourd'hui, etc. À 16 ans, il correspond avec André Breton, Tristan Tzara, et commence à écrire un roman, Le Diable au corps, qui paraîtra en 1923. Devenu l'ami de Max Jacob et de Jean Cocteau, il publie en 1920 un recueil de poèmes, Les Joues en feu, donne en 1921 une comédie loufoque, Les Pélicans, c'est-à-dire la famille Pélican, et rédige la même année un conte, Denise. Il meurt de la typhoïde en décembre 1923, très jeune, sans avoir vu paraître son second roman, Le bal du comte d'Orgel, 1924, et c'est le plus important que nous allons étudier. Mais aussi, il faut évidemment retenir Le diable au corps, parce que c'est un peu son œuvre principale. Donc le diable au corps serait une fausse confession, comme celle où l'on se charge de méfaits non commis par orgueil. Citation. Le roman exigeant un relief qui se trouve rarement dans la vie, il est naturel que ce soit justement une fausse autobiographie qui semble la plus vraie. Fin de citation. Pendant la guerre de 1914, un adolescent devient l'amant d'une jeune femme dont le mari combat sur le front. Écoutons encore l'auteur. On y voit la liberté, le désœuvrement, dû à la guerre, façonner un jeune garçon et tuer une jeune femme, devant les responsabilités qu'il aurait à assumer. Il apparaît que le héros n'est pas encore un homme, et Marthe, sa maîtresse, meurt. Le mari élèvera l'enfant qui n'est pas le sien. Quant au bal du comte d'Orgel, c'est une version moderne de la princesse de Clèves. L'héroïne, Mao d'Orgel, lutte désespérément contre la passion qui l'entraîne vers François de Sérieuse, jusqu'à tout avouer à son mari. Chez un auteur si jeune, la pénétration psychologique tient de la divination, mais l'analyse tend à devenir une fin en soi. Au lieu d'aboutir à la communion, ce qui était pudeur dans le roman de Madame de Lafayette, risque de paraître ici froideur et détachement. Le lecteur est partagé entre l'admiration et une sorte de gêne devant cette lucidité implacable. Et non, c'est pour ça qu'on peut faire une référence à Madame Lafayette. Le bal du comte d'Orgel fait en quelque sorte l'héritage du roman La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, je vous relayerai la suite dans 4 jours. Et prenez soin de vous. Au revoir.